Miranda méritait l'or. Et maintenant, elle entraîne Graves pour les prochains jeux. Mais lui ne joue que pour l'argent. Et les sommes sont tellement élevées que personne n'ose se mesurer à lui. Vous voulez l'affronter? Absolument. En 1995, pour relancer une saga vieille de 34 ans qui avait quelque peu désintéressé le public sur ses derniers opus, Barbara Broccoli et Michael Wilson font appel pour la première fois à un réalisateur non britannique. C'est le néo-zélandais Martin Campbell qui se verra confier la mission. Cette dernière est accomplie et les suites sont lancées. En 2002, pour la troisième suite avec Pierce Brosnan, les producteurs font de nouveau appel à un néo-zélandais, Lee Tamahori cette fois. Au vu des résultats au box-office, le contrat semble rempli. Il s'agit à l'époque, sans prendre en compte l'inflation, du plus gros succès de la saga. Pourtant, Barbara Broccoli et Michael Wilson décident de faire table rase et de repartir de zéro, alors même qu'un cinquième opus avec Brosnan était prévu, et qu'une série spin-off basée sur le personnage de Jinx dans Meurt un autre jour était dans les cartons. Alors, pourquoi ? Voici quelques éléments de réponse. De nombreux éléments lors de la production même de Meurt un autre jour auraient dû mettre la puce à l'oreille sur les résultats très moyens à venir du produit final, ainsi que sur l'arrivée prochaine d'un reboot. En premier lieu, les volontés affichées du réalisateur. Lee Tamahori souhaitait le retour dans le rôle de l'agent secret de Sean Connery. Non pas pour remplacer Pierce Brosnan, non. Il souhaitait bien que 2 James Bond apparaissent à l'écran. Il était partisan de la théorie des bonds multiples, théorie selon laquelle chaque acteur qui se succède dans le rôle de 007 correspond également à une succession dans le canon filmique de la saga bondienne d'un agent 007, nom de code James Bond, par un autre James Bond 007. Mort aux espions, monsieur le ministre. Néanmoins, Tamahori fait face à un refus catégorique de la part de la production. Il ne peut pas accomplir sa vision comme il l'entend. Vous attendiez des excuses, peut-être? Oui, je sais. Pour la séquence d'ouverture, Tamahori déplore, au même titre que Brosnan d'ailleurs, l'utilisation d'Overcraft. Il raconte que c'est comme conduire une savonnette. On résume. Le film se tourne avec un réalisateur dont la vision ne convient pas forcément à la production, et qui déplore certains choix scénaristiques, ce qui pour le coup est tout à son honneur. D'autres éléments pouvaient être des indices quant au devenir du film. L'utilisation d'images de synthèse par exemple. Attention, l'image de synthèse n'est pas synonyme d'échec, c'est juste que, dans ce cas très précis, la manière dont fut décidé l'emploi de la synthèse est très étrange. Résumons. Lee Tamahori insiste pour inclure de nombreuses scènes d'action en images de synthèse. Je me permets de le citer directement. Les James Bond sont réputés pour leurs scènes d'action réelles, avec de vraies cascades. C'était donc stressant pour la production de passer à cette nouvelle ère numérique. Et c'était aussi stressant pour moi, puisque c'était la première tentative en la matière. En cas d'échec, cela me retomberait dessus. Les producteurs se sont demandé s'ils trahissaient un aspect fondamental du mythe James Bond. Mais pour moi, le numérique représente simplement un nouvel outil. On est obligé de l'adopter tôt ou tard, sous peine d'être dépassé par les autres films d'action. Au-delà du fait que le futur lui donnera tort à plusieurs niveaux, notamment avec les films James Bond qui reviennent à des scènes d'action plus organiques, on peut se demander ce qui s'est passé dans l'esprit des producteurs pour valider cette idée, sans doute l'une des pires du film. Vous devriez sortir prendre l'air de temps en temps. Le savoir-faire britannique dans toute sa splendeur. J'imagine que vous plaisantez. Comme je l'ai appris de mon prédécesseur Bond, je ne plaisante jamais à propos de mon travail. Je suis totalement pour le changement, si celui-ci est justifié, et provient d'une bonne idée. De plus, la volonté de Tamahori de tester un nouvel outil du cinéma pour faire figure de précurseur lui est tout à fait louable. Cependant, en effet, l'utilisation quelque peu abusive de la synthèse dans le film vient clairement dénaturer l'esprit bondien. Premièrement, de par leur profusion. Mara Bryan, directrice des effets visuels du film, annonce qu'il y a eu pour GoldenEye 150 plans avec des effets spéciaux, et qu'à l'époque, cela repoussait les limites de ce qui était possible. Pour Meurt un autre jour, il y en a eu plus de 500 réalisés, de 3 à 4 fois la complexité de ceux de GoldenEye. Ensuite, il faut voir l'utilisation qu'ils en ont fait. La voiture invisible, pour commencer. D'accord, James Bond a toujours eu des gadgets, notamment autour de sa voiture, mais tout de même. La voiture submersible, dans L'espion qui m'aimait, aurait dû être la limite, non ?
Le ridicule de la scène où des traces sur la neige laissées par la voiture invisible risquent de trahir Bond me dépasse. Vu qu'il s'en sort, on peut dire que le ridicule ne tue pas, mais tout de même. Mais le pire se situe à la fin du film. Les films James Bond ont toujours contenu des climax contenant des scènes d'action fantasques, certes. Mais là, à la fin donc, on retrouve James Bond, qui fuit le laser géant envoyé depuis l'espace à l'aide d'un satellite de diamant, à bord de la voiture supersonique de Graves. Il saute in extremis pour échapper à la fonte des glaces provoquée par le laser, pour partir en kitesurf sur la glace sur une vague géante. Les images parlent d'elles-mêmes, c'est une bouillie numérique. Il faut comprendre que ce n'est pas le nombre d'images de synthèse qui fait défaut, mais le rapport complexité-nombre était assez élevé pour l'époque. En soi, Casino Royale contient un peu plus d'images de synthèse que Meurt un autre jour. Cependant, la synthèse est employée de manière plus subtile, il s'agissait principalement de tricher avec les proportions et les hauteurs, comme pour la scène de l'écroulement du bâtiment à Venise. Une maquette du quartier a été construite à l'échelle sur fond bleu, pour pouvoir faire écrouler le bâtiment pour de vrai. Ils sont revenus à des scènes plus organiques, où l'action a vraiment été filmée. Ils sont revenus dans l'esprit James Bond. Quelle longueur a cette fameuse mèche? Oh, devenez un peu adulte, 007. Dans le temps, la plume bien taillée, c'était mieux que la pointe sèche. Grâce à moi, c'est toujours vrai.